va parler des logiciels libres dans le transport public chez Tisséo. Donc, on a Xavier Raffarin. C'est moi. Raffin, pardon. Et Hugues Romain. Merci. Bon, bienvenue à tous. Donc, on va parler de logiciels libres et de transport public, l'implication de Tisséo dans la communauté synthèse. Donc, alors, je me présente. Donc, Xavier Raffin, Tisséo. Alors, Tisséo, la plupart d'entre vous doivent connaître, c'est le réseau de transport urbain de Toulouse et son agglomération. Alors, juste quelques chiffres rapidement. On couvre 99 communes, une zone de 920 000 habitants. Il y a 89 lignes, dont 2 lignes de métro et une ligne de tram. 119 millions de dépassements là, sur 2012 depuis le début de l'année. Et 2500 employés. Donc moi j'occupe le poste d'architecte logiciel et chef de projet au sein de l'EPIC. Donc c'est une EPIC, c'est une petite parenthèse, c'est la structure juridique de l'entreprise. Sans rentrer dans les détails, en gros c'est une entreprise qui appartient 100% aux communautés d'agglomération, voilà, Toulouse Métropole, etc. Donc voilà. Et Tisséo, un réseau qui se modernise depuis de nombreuses années. Alors à Tisséo, on utilise du logiciel libre comme dans de nombreuses entreprises. Donc j'ai fait un petit slide qui présente les logiciels libres qu'on utilise. Donc sur la première ligne, il y a les logos pour lesquels je n'ai pas pu séparer le texte du logo. Et pour les autres, c'est un peu une devinette. Donc voilà, donc il y a des cartes pastel à gagner à la fin de la séance. Voilà, et donc pour la plupart, c'est des logiciels utilisés en production ou pour le développement. Et il y a un logiciel qui est central pour nous, pour notre activité, donc c'est Synthèse, pour lequel on est utilisateur, mais on est aussi contributeur, avec 2 contributeurs à temps plein. Voilà. Hop. Donc RCS Mobility, Hugues Romain. Nous, on est en fait une entreprise qui exploitons également des réseaux de transport. Sur Toulouse précisément, on opère sur l'organisation des TAD, les transports à la demande, qui sont en banlieue. Donc certains d'entre vous peut-être les connaissent parce qu'ils habitent sur un secteur desservi. Donc nous sommes installés en Suisse et en France et nous sommes en fait créateurs de Synthèse il y a un peu plus de 10 ans. Et donc avec un début d'activité sur la recherche d'itinéraires sur le site Tisséo, donc ce qui s'appelait Semvat à l'époque, et aujourd'hui énormément d'ouverture sur d'autres champs fonctionnels toujours liés au transport. Tous les développements qu'on fait se font dans ce cadre-là, donc 100% libre. Bon, nous aussi on a plein de logos de logiciels, mais on n'avait pas la place sur un slide, alors on a abandonné l'idée de faire une devinette. Donc on laissera juste le jeu avec ce Tisséo. Voilà, donc alors sur le plan de la présentation, d'abord pour que les gens sachent de quoi on parle, on fera une présentation fonctionnelle du logiciel Synthèse. Ensuite, présentation du projet de logiciel libre, comment il est organisé, l'architecture technique, un volet sur l'open data. Ensuite, on présentera la fondation Synthèse et les conclusions. Voilà. Et donc on fera une sélection de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc alors, parmi les fonctionnalités que permet Synthèse et qui sont visibles par le public, notamment via le site de Tisséo, il y a en premier lieu le calcul d'itinéraire. Donc ça, c'est un extrait du site web. Voilà, donc ça permet de faire des calculs d'itinéraire piétons et transport en commun. Donc c'est orienté transport. Voilà, donc il y a... ça c'est la vue en dessous. On a une feuille de route détaillée. On affiche sur notre site internet une cartographie avec un fond OpenStreetMap. On affiche avec OpenLayers. Voilà. Ensuite, les autres fonctionnalités importantes de Synthèse qui sont présentes sur notre site. Donc là, j'ai illustré avec la version mobile de notre site. Donc c'est les passages, les prochains passages. Donc c'est les horaires à l'arrêt en temps réel. Donc l'écran se présente comme ça. Il y a une fonction de géolocalisation. Donc là, c'est le système GPS du téléphone qui nous renvoie ses coordonnées. Et c'est Synthèse qui les interprète et qui renvoie les arrêts les plus proches autour. Voilà. Et on a plusieurs modes pour accéder au temps réel. Voilà. Et donc au final, on accède aux horaires temps réel d'un arrêt. Bon. Donc ensuite, rapidement, les autres sujets que
qu'offre Tisséo au public via Synthèse. Donc, il y a l'open data, donc je reviendrai dessus dans la partie open data, du Grand Toulouse qui est alimenté en fait par Synthèse. Il y a un certain nombre d'écrans, pas tous, mais un certain nombre d'écrans sur notre réseau qui sont alimentés par Synthèse. Et la centrale de réservation TAD, donc le numéro de téléphone pour réserver les bus transport à la demande, en fait arrive à une centrale RCS Mobility, et les opérateurs saisissent dans Synthèse, dans notre instance de Synthèse, pour prendre les réservations. Ensuite, les chauffeurs affichent les réservations et savent les courses qu'ils ont à faire. Voilà. Après, il y a des fonctions de Synthèse qu'on utilise en interne que le public ne voit pas, qui sont des fonctions d'administration qui permettent de définir une offre de transport. Donc, on définit une partie de notre offre de transport avec ça. Donc, des lignes, des arrêts, voilà. Et après, il y a des outils internes qu'on n'a pas ouverts au public pour l'instant, mais qu'on utilise pour des usages spécifiques, comme les isochrones. Donc les isochrones, on définit un point de départ, et ça nous dessine des zones qu'on peut atteindre en un certain temps. Donc, par exemple, là, en 10 minutes, la première zone, 20, 30, voilà. Donc voilà pour ce qu'on utilise à Tisséo. Alors ici, on voit une autre application qui n'est pas sur Toulouse, on est sur la région Auvergne. Donc on a ici, en fait, c'est une console d'administration qui est liée à Synthèse, qui permet d'éditer les données et de construire les tracés des lignes. Donc là, on voit des tracés géométriquement exacts. Donc on a un système qui utilise aussi OpenStreetMap comme fond de carte et sur lequel on mappe les points d'arrêt et les tracés exacts des lignes qui permettent après, soit pour le client, soit pour d'autres applications internes, d'avoir un rendu assez précis au niveau géographique, de calculer aussi par exemple les kilomètres qui permettent de calculer donc le coût d'une ligne et donc de faire les contrats, les marchés avec les transporteurs, etc. On a pas mal d'autres fonctions, donc ça c'est un exemple. On a en gros pas mal de fonctions dans la planification, donc pour organiser le transport, comme on a vu tout à l'heure avec l'exemple des isochrones, l'exploitation, donc pour organiser le roulement des véhicules, les chauffeurs, etc. L'information voyageur, donc le téléaffichage, le calcul d'itinéraire, mais aussi les alertes email, la diffusion de messages en cas de perturbation, tout ce genre de choses. La réservation de TAD et un point assez intéressant qu'on est en train de développer, c'est le mode embarqué. Donc on a fait une version qui se met à l'intérieur des bus et qui permet de distribuer tous ces services en local sans avoir besoin de connexion Internet. Donc avec un système de synchronisation entre le serveur central et les mobiles. Donc on a une autonomie en cas de rupture de la connexion Internet et on continue à faire tous ces services en temps réel, en embarqué. Donc si on a un Wi-Fi à bord du bus, comme ça se développe de plus en plus, on a donc les services info voyageurs, y compris en zone non couverte 3G. Et pour le conducteur, ça lui permet d'obtenir les informations, etc., d'exploitation. Voilà, donc alors maintenant on va présenter le projet libre. Donc, alors ça c'était slide. Ouais, merci. Donc on a ici la courbe qui montre l'évolution du volume de code. Donc on a 230 000 lignes de C++. Très fortement basé sur les templates, donc après explosion par template, on n'ose pas imaginer combien ça ferait si on pouvait les voir. On voit une croissance assez continue, mais si on regarde un peu la courbe, les 2 dernières années, on a fait autant que les 8 années avant. On ne voit pas tout à fait le début parce que c'était un autre dépôt. Et on a tout le noyau est en C++, donc pour des raisons comment on va dire ça, de performance obligatoire, puisque quand on est dans de l'embarqué, dans du temps réel ou autre, on ne peut pas se permettre des fois d'attendre plus qu'un quart de seconde pour faire des opérations très complexes. Et donc on a été obligé d'aller sur des optimisations assez bas niveau donc, pour obtenir des performances compatibles avec notre métier. On voit ici les commits. Alors on a donc 6 contributeurs enregistrés là-dessus. Et on voit aussi, comme je disais, les 2 dernières années, une augmentation du nombre de commits avec environ 100 par mois en moyenne sur les 2 dernières années. Donc un projet très actif. On parlera après de la fondation, mais on a de plus en plus de contributeurs et on pense que ce nombre va encore augmenter. Donc c'est un projet qui aujourd'hui est très vivant. On a passé une demi-journée il y a 2 jours à faire la roadmap avec tous les contributeurs futurs et actuels. On a plutôt tendance à essayer de se freiner plutôt qu'à devoir dynamiser un projet qui aurait des problèmes. Donc un projet très vivant. On voit ici sur cette carte tous les réseaux, enfin c'est plus que des réseaux, ce sont des régions, des zones qui utilisent Synthèse donc, pour des services
divers qui vont de la totalité de ce qu'on peut faire à des utilisations partielles. Quand vous voyez 2 ronds, c'est qu'il y a un site pour la ville et un site pour la région autour. Donc on voit qu'ici on est sur Toulouse, l'Auvergne, Belfort-Niort, c'est pour la France, et on a aussi des implantations en Suisse, avec notamment un site, c'est le 2e rond de Lausanne qui est quasiment national, où en fait on accède en temps réel à l'information, à la position exacte de tous les véhicules de transport de toute la partie ouest de la Suisse, avec des applications d'information voyageurs très avancées. Quand vous êtes dans un bus, vous voyez les départs des trains à la gare qui vous sont proposés quand vous approchez de la gare, et des départs réels avec toutes les modifications. Ce genre de choses-là. Vous pouvez savoir que la voie du train a changé, ce genre de choses. Ok, donc là c'était pour donner un petit peu des chiffres sur l'utilisation de synthèse à TCO. Donc en fait l'accès public se fait principalement par le site web. Donc déjà on voit que sur notre site web, donc tco.fr, on a une augmentation constante et assez forte de la fréquentation. Et depuis qu'on a ouvert le mobile en 2010, on voit aussi une tendance très forte de montée en puissance du mobile. Donc, alors sur les chiffres, sur tco.fr par jour, sur les 2 derniers mois, c'est une moyenne. 20 000 visites, 58 000 pages vues. Sur les pages vues, 33% de calcul itinéraire et 5% d'horaire à l'arrêt. Voilà, sur le mobile, donc 10 000 visites, 43 000 pages vues et des pourcentages différents puisque ce n'est pas les mêmes usages en contexte mobile. Donc, au bilan, on fait 23 000 calculs itinéraires par jour en production et 8 000 demandes d'horaire à l'arrêt. Voilà, donc maintenant l'architecture technique. Donc Synthèse est un serveur de web service. Il offre donc différents services dont les sorties peuvent être obtenues soit en XML, soit en JSON, soit via un autre système. Enfin, la sortie peut être, comment dirais-je, paramétrée à la volée pour modifier le type de flux qu'on veut obtenir. On peut obtenir directement du HTML ou même du binaire. Voilà. Donc en fait, on va rentrer dans les détails après pour vous illustrer le fonctionnement du mode CMS. Donc je vais prendre comme exemple notre site web. Donc notre site web fonctionne avec Drupal, donc en PHP sur Apache. Donc les internautes accèdent directement à ça. Et en fait, Synthèse crée une partie des informations qui sont sur cette page. En fait, il génère directement avec des templates CMS, le HTML exact qui est dans cette zone, par exemple. Donc il y a plusieurs zones dans le site, hein, mais là c'est sur la page d'accueil pour vous donner l'exemple. Donc sur le fonctionnement, donc l'internaute accède lui à notre serveur web, tombe sur notre machine Apache. Drupal se rend compte que sur cette page, il y a une partie de la page qui doit être composée par Synthèse. Derrière, il fait une appel au web service de Synthèse qui lui renvoie une page HTML préformatée que Drupal n'a plus qu'à insérer directement dans la page sans avoir à le parser ou faire ce genre de choses. Donc c'est très rapide. Et enfin, il y a un autre moyen d'accès. Donc on voit là, je l'ai montré sur le screenshot, qu'il y a un système d'autocomplétion sur les champs. Donc sur l'autocomplétion, pour que ce soit confortable, pour que ce soit rapide. Donc on ne fait pas ce système de passer par Apache qui fait une autre requête. En fait, comme le navigateur ne voit qu'un seul domaine, qu'une seule IP, il passe par la machine, mais par un Apache qui fait reverse proxy, donc sa requête HTTP arrive là. Elle est tout simplement parce qu'elle l'URL a une certaine forme. Apache sait qu'il doit le rediriger vers Synthèse, qui lui renvoie un JSON qu'on a formaté. Donc c'est pas le JSON natif, mais c'est aussi un JSON qu'on a fait en template pour obtenir directement, nativement, le JSON de jQuery autocomplete qu'on utilise là. Donc il n'y a aucune étape de parsing ou ce genre de choses. Et donc c'est avec ça qu'on arrive à obtenir des temps de réponse assez bons sur l'autocomplétion. Donc ensuite, l'autre service qui utilise le même genre de système, c'est l'API temps réel qui est disponible sur l'Open Data. En fait, c'est une autre machine Apache qui est attaquée avec le même système que l'autocomplétion, donc avec un reverse proxy, et une ou plusieurs, enfin j'en ai dessiné un nuage on va dire. Le fait de mettre un Apache en frontal nous permet de faire du load balancing ou de la répartition en fonction du type de requête vers quelle synthèse on s'adresse pour traiter la demande. Voilà, et donc après, il faut bien imaginer qu'ici, Synthèse, je n'ai pas représenté, mais il y a toute notre infrastructure radio, GPS, parce que les bus nous envoient leur position toutes les 20 secondes par radio
pour qu'on fasse une estimation de l'horaire de passage, ce genre de choses. Donc ici, il y a un tas de systèmes qui sont connectés à Synthèse en temps réel ou des flux quotidiens, etc., pour des mises à jour de données, voilà, qui n'est pas représenté là. Alors c'est ce qu'on voit un peu dans ce slide. On voit au centre le carré vert qui représente Synthèse en tant qu'ensemble fonctionnel, hein, une ou plusieurs machines. On voit en haut à gauche, tous les systèmes d'alimentation possibles se font donc sur de la base de données théorique. Ça se fait en moyenne une fois par jour, hein, la nuit de préférence, quand le réseau est plutôt en activité restreinte. Et ensuite, dans le temps, à droite, en haut, tous les systèmes temps réel et où les utilisateurs qui font des saisies temps réel viennent compléter ces données donc, par des deltas, donc des modifications. Vous allez avoir un bus qui en théorie part à 8 heures, il a été retardé de 2 minutes, donc il est mis à jour à 8h02. Après, il y a peut-être un problème, il va être supprimé, donc là, il est carrément désactivé. Et il y aura peut-être un bus qui va être rajouté à 8h06 pour compenser, donc ça, c'est des données temps réel. Et au milieu de ça, il y a une petite routine qui, justement, fait la fusion des données théoriques et des deltas pour produire une image en permanence juste de ce que l'on sait sur le réseau de transport. Et c'est sur cette image qui est en mémoire vive totalement, il n'y a rien en base de données, c'est trop lent, ça part vraiment sur la RAM avec des objets C++ optimisés. Tous les services qui vont diffuser, soit diffuser bêtement la donnée, soit les enrichir par de la valeur ajoutée, comme la recherche d'itinéraire qui comporte beaucoup d'algorithmes, donc vont lire cette image de données sans trop savoir en fait comment elle a été alimentée et entretenue. Donc c'est un système asynchrone. D'un côté, on remplit, on met à jour en permanence toute la journée. De l'autre côté, on consomme. Et puis des fois, pendant qu'on consomme, on a une mise à jour qui arrive. Donc il y a une petite gestion à faire pour pas qu'il y ait de collision. Et c'est un système qui est très très vivant du coup. Ce qui donne pas mal de difficultés pour les accès concurrents évidemment. Alors on voit ici un diagramme qui montre cette gestion de la RAM. Donc en fait, on a un système un peu atypique qui nous permet de gagner en performance, qui consiste à avoir ici une base de données. Donc c'est SQLite ou MySQL. On a deux systèmes qui sont pris en charge aujourd'hui. Toutes les écritures se font sur la base de données au niveau des données théoriques, sauf certaines données temps réel qui sont périssables. Mais en dehors de ça, tout vient être écrit sur cette base de données. Et cette base de données, dès qu'elle apprend qu'il y a une écriture dessus, elle signale au noyau, attention, il vient d'avoir une mise à jour sur tel ou tel enregistrement. On a un système de dépendance qui dit qu'il faut mettre à jour aussi celui-là, celui-là, celui-là. Et on met à jour donc une image des données en RAM, mais qui n'est pas une image exacte, c'est une image optimisée. Donc les objets, ils sont vraiment éclatés en plein d'autres morceaux. Il y a des liens qui sont construits qu'on ne voit pas dans la base de données. Il y a aussi des calculs d'index qui sont calculés donc en temps réel. Et tous les services lisent cette base en mémoire. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'écrit jamais dans la mémoire depuis un service d'écriture. Et inversement, donc, on ne va jamais lire la base de données depuis un service en lecture. Et toute la valeur ajoutée métier qui permet d'avoir les bonnes performances se trouve au niveau de cette synchronisation, puisque si elle se contentait de faire une recopie, on gagnerait juste les temps d'accès sur disque, sachant qu'aujourd'hui, avec les disques SSD et autres, ce serait une différence assez marginale. Donc en fait, ce qu'on arrive à avoir en plus de ça, c'est ici, c'est comme si on faisait de la précompilation en fait, de données. Et ici, on voit des tableaux qui sont prêts à la consommation. Voilà. Alors, bon, si vous n'avez pas à lire, c'est... Oh si, ça va, ça se lit. Il y a un test à la fin. Hein. Donc en fait, c'est un extrait du diagramme de classe. L'idée, c'est que tout ce qui est algorithmie est mutualisé dans des couches basses abstraites. Donc tout l'algorithme de calcul d'itinéraire, par exemple, travaille dans un mode graphe, et c'est un graphe au sens abstrait. Et ensuite, il y a un niveau supérieur des classes qui définissent le mode routier, par exemple. Et on a également le mode transport en commun. Donc c'est deux types de graphes différents qui coexistent dans la base. Et les algorithmes sont donc mutualisés. Donc, tu veux dire quelque chose de spécial là-dessus ? Ce qui est assez intriguant au départ avec cette manière de faire, c'est qu'en fait, on a réussi à retrouver une manière commune à travailler avec les données routières et les données de transport en commun, en mettant quelques rares différences dans des méthodes abstraites. Ça paraît pas naturel au départ parce que dans le routier, on travaille sur la distance et dans le transport en commun, on travaille en fait sur le temps. Mais dans le mode routier, on peut convertir la distance en temps, puisqu'on a des vitesses linéaires dans les bases de données.
Et de ce fait, tous les algorithmes en fait travaillent sur la version jaune qui est là, c'est-à-dire des notions purement, c'est un peu, on va dire, un graphe de service. Il y a une notion d'arête et d'angle, etc. Mais aussi après de comment on fait pour avancer dans ce graphe. Mais en fait, les algorithmes, ils ne savent pas s'ils font de la route ou du transport en commun. Ils n'en savent rien parce que ce sont les mêmes primitives. Et les quelques rares différences, elles sont vraiment rares. On voit sur ce diagramme ici quelques champs qui se rajoutent côté routier. Ici, par exemple, ça va être un numéro de maison qui va être sur une rue. Donc, ce sont des choses tout à fait marginales. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, toutes les optimisations connues dans les algorithmes du routier, ben, en fait, on en profite dans le transport en commun. Et inversement, on a des choses qu'on a un peu optimisées à cause des contraintes horaires qu'on n'a pas l'habitude de faire sur le routier, comme la gestion de routes qui, par exemple, ne serait pas accessible à la même vitesse selon l'heure ou autre, qu'on peut faire grâce à cet algorithme neutre. Et on a un peu un système de graphe temporel, je ne sais pas comment vous pourrez l'appeler, il n'y a pas de nom officiel. Et on a aussi un code plus concis, puisqu'en fait, on n'a pas 5 algorithmes différents pour la même chose. Ici, ben, en fait, c'est exactement la même base de graphing jaune, sauf que c'est la vue transport en commun. Donc les classes, elles changent de nom. Mais il ne se passe pas grand-chose de plus en réalité. On voit par exemple ici la notion de hub. Un hub, c'est quelque chose comme la gare Matabio, où on va paramétrer les temps de correspondance minimaux pour passer du métro au train. C'est sûr que sur la route, c'est toujours 0 minute pour passer d'une route à une autre au sein d'un point qui serait au centre d'un croisement. Donc c'est une contrainte qui répond toujours 0. Sur le transport en commun, des fois, il faut injecter 1 ou 2 minutes de sécurité. Mais en dehors de ça, ça reste un concept valable dans les deux cas. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'il y a donc 2 types de graphes qui coexistent dans Synthèse. Donc le graphe routier et le graphe transport. Donc bon, ça peut être un peu abstrait comme ça. C'est tout simple. Si on veut partir de 3 rues de la Pomme pour aller 17 rues Mesplé, on va d'abord faire un calcul itinéraire routier pour atteindre tous les arrêts de transport à pied. Puis, une fois qu'on a rejoint un certain nombre d'arrêts, on va tenter depuis ces arrêts un calcul itinéraire vers un certain nombre d'arrêts qu'on a atteint, pareil, dans l'autre sens, en partant du point d'arrivée et en allant dans l'autre sens. Donc, ce qui fait la liaison, j'en parle là, je précise parce que ça va avoir son importance après. Ce qui fait la liaison entre les deux graphes, c'est que les arrêts de transport ont un XY. Quand on projette sur la voirie, en fait, on fait ça quotidiennement parce que nos arrêts bougent tous les jours. Et on les projette sur la voirie. Donc, en fait, on leur associe, ce qu'on voyait sur le diagramme précédent, un offset par rapport à la rue pour savoir en combien de temps, à partir du moment où j'ai atteint la section de rue, combien de mètres il reste à faire et donc en combien de temps j'atteins cet arrêt. Voilà. Donc, ouais, c'était un petit exemple de comment on peut bien utiliser du C++ pour faire des choses concrètes. Donc, ça, c'est sur notre site et sur la version mobile. Dans les deux cas, donc, on peut accéder aux horaires à l'arrêt par une liste de lignes. Et si vous remarquez, si vous regardez bien le tri de la liste, en fait, vous constaterez que le tri est d'abord un tri alphabétique sur les lignes dont le nom commence par une lettre. Puis ensuite, c'est un tri numérique avec un tri alphabétique à partir de la deuxième lettre. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est un tri un petit peu sophistiqué. Et en fait, pour faire ça, comme on utilise tout simplement une structure de la STL qui trie naturellement et on définit l'opérateur supérieur. Donc, pour faire ce tri un peu sophistiqué, on fait ça en 20 lignes. Donc voilà, donc, si vous appréciez, quand vous verrez le site web différemment. Voilà, donc l'open data maintenant. Alors, l'open data, c'est d'abord donc une initiative de la ville, de la métropole, donc data.toulousemétropole.fr, sur lequel le public peut trouver des fichiers au format Trident et GTFS qui sont des standards. Et en fait, donc ces formats sont déposés de façon hebdomadaire sur ce site par Synthèse en fait. Donc c'est Synthèse qui génère naturellement ces formats standards. Donc nous on n'en génère que 2, mais Synthèse en génère d'autres. Après je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en particulier sur ces formats. Le format Trident, donc c'est un format qui est français, qui a été une tentative de faire un format que toutes les villes en fait connaissent. Parce qu'à la base, les villes qui utilisent des logiciels propriétaires ne savent exporter que des données dans le format imposé par leur logiciel propriétaire. Et il y a eu un petit problème avec ça, parce qu'il y a même des logiciels propriétaires qui n'ont pas de format d'export pour être sûr qu'on ne puisse pas échanger les données avec d'autres.
Et donc, il y a eu un certain nombre de problèmes parce que quand vous avez une ville qui touche une autre, vous ne pouvez même pas savoir en fait faire de recherche d'itinéraire sur des distances de même pas 10 km. Donc, il y a eu une commission de normalisation qui a réuni toutes les villes, régions, etc. Et puis, il a été conduit de dire on va faire un format XML commun. Il y a eu plein de discussions, ça a duré plein d'années. Et puis, à la fin, le format est sorti et aujourd'hui, il est en train de se faire agrandir par des considérations européennes, puisqu'on arrive à une norme européenne qui s'appelle NetEx. Donc voilà, donc du coup, synthèse logiciel libre, forcément, dès que ce format est sorti, première chose à faire, être capable d'exporter les données et d'importer également les données à ce format-là. GTFS, c'est pas tout à fait la même chose, c'est Google qui a fait ce format, donc il l'a fait tout seul, qui n'a rien demandé à personne. Mais tout le monde l'utilise, alors bon, on a dû l'implémenter. Ils ont quand même libéré le format. Voilà, mais bon, sachant que ce format ayant été fait par Google, son défaut, c'est qu'il n'est pas très puissant au niveau contenu. Il y a quelques champs, il en manque beaucoup. Mais bon, c'est un peu comme d'habitude avec les choses qui viennent de Google. L'effet de force a fait qu'on a été obligé quand même de le gérer. Donc voilà, ce genre de format-là, on l'a en plus. Maintenant, Synthèse, globalement, c'est un système qui permet de faire un hub de données. Et aujourd'hui, on a une quinzaine d'interfaces différentes qui sont développées dans le noyau C++ pour avoir des échanges très rapides, plus ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'interface qu'on appelle CMS qui permet avec du scripting en fait, de développer à peu près tout ce qu'on veut comme autre format d'échange. Donc c'est un système qui est aussi, en plus de toutes les fonctions utilisateurs qu'on a vues, qui est aussi très bien adapté pour faire un endroit, un pivot, en fait, un hub de données qui permet à plusieurs acteurs d'échanger des données de transport. Donc, alors sur l'open data, sur le site de la métropole, il y a également la documentation de l'API temps réel qui est disponible. Donc, l'API marche de la façon suivante. Donc, le nom de domaine à attaquer, le nom de l'API avec une liste que je vais décrire, les paramètres et la clé d'utilisateur. On peut obtenir des clés sur demande par mail. Donc, alors sur les fonctions disponibles, il y a PlaceList qui est en fait une liste de lieux. Alors, on peut obtenir un lieu par son nom. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'autocomplétion sur notre site. On tape Esquis, ça fait Esquirol en premier, puis rue de l'Esquis en deuxième. Voilà. Ou on peut le faire aussi par XY. Donc, si on donne un XY, ça peut renvoyer la rue la plus proche ou l'ensemble des rues la plus proche triées par distance, ce genre de choses. Voilà. Et inversement, on obtient le XY du lieu d'après son nom. Voilà. Ensuite, donc, il y a LineList qui donne la liste des lignes. Donc c'est pareil, si vous l'appelez, c'est le même tri que sur le site avec le superbe... Vous pourrez aussi penser à Xavier si vous l'utilisez. Voilà. La liste des zones d'arrêt et la liste des points d'arrêt. Donc sans entrer dans les détails, je vous invite à lire la documentation de l'API pour voir la différence. Mais il y a des objets métiers spécifiques qui sont peut-être pas évidents comme ça au premier abord à ceux qui ne connaissent pas les problématiques de transport en commun. Et donc pareil, on peut le faire par XY, on peut le faire par ligne, voilà, donc, tout un tas de possibilités. Et après, donc tableau de départ, departure board, qui est les horaires de passage en temps réel. Donc c'est le même système, vous obtenez les mêmes horaires que sur le site, voilà. Donc toutes ces pages renvoient du XML ou du JSON, qui est en fait un format qu'on a défini spécifiquement parce qu'il y a des standards, mais il y a des choses qui sont vraiment trop complexes dans le cadre de l'utilisation pour des étudiants ou autres. Donc on a défini un format qu'on a documenté et du coup on le génère avec le CMS aussi. C'est pas le XML directement générable par synthèse qui est très complexe. On génère un truc simplifié avec cette API. Et donc à venir, le calcul d'itinéraire et les isochrones. Donc la fonction isochrone que j'ai montré tout à l'heure et le calcul d'itinéraire voilà, qui serait disons qui est demandé par pas mal de monde sur l'API. Sachant que en fait, ces fonctions, on les utilise déjà, parce que à TCO, on a la volonté d'éviter certaines problématiques qui ont eu lieu dans d'autres villes. Savoir que le système Open Data n'était pas aussi à jour que le système du site internet ou le système de la compagnie. Donc en fait, nous, on a la volonté d'utiliser nous-mêmes notre API. Donc justement, quand il y a des choses qui sont en train de bouger, on n'a pas encore tout à fait figé le format, du coup on ne le documente pas, mais ça sera prochainement disponible. Donc voilà, alors je voulais profiter de la conférence là, pour faire une petite parenthèse sur OSM. Donc l'open data, il y a des données
des formats standards qui sortent de synthèse, et puis il y en a aussi qui rentrent. Donc, par exemple, on peut lire du GTFS, et on peut lire de l'OpenStreetMap. Donc, en fait, on peut charger les données OpenStreetMap pour les utiliser sur le graphe routier. Donc, en pratique, hein, si je reviens là, sur le service OpenData TIO.fr, c'est OpenStreetMap qui est derrière. Donc, ça veut dire que si on demande le 17 rue Paul Mesplé, on va obtenir le XY de ce point d'OpenStreetMap. Et si le 17 n'existe pas, et vous allez dans OpenStreetMap, vous l'ajoutez, et quand on fera une mise à jour, on essaie de le faire régulièrement, et vous verrez apparaître à l'autocomplétion ce numéro. Donc voilà, et notamment, il faut savoir que la seule différence qu'on a sur notre site internet, entre notre site internet et l'API OpenData, c'est qu'on n'utilise pas le même graphe routier. En fait, TIO achète un format, un fournisseur de cartographie depuis de nombreuses années, et c'est celui-là qu'on utilise sur le site internet, qui est très complet au niveau des numéros de rue. Et en fait, pour des questions de licence d'utilisation, on ne pouvait pas donner accès à ces données à travers notre API, puisque ça donnait de nouveaux utilisateurs, ça ne rentrait pas dans le cadre de notre licence. Donc, on donne accès aux données OpenStreetMap. Et à voir à terme, si la complétude d'OpenStreetMap augmente encore un peu, on pourrait migrer notre système web également sur OpenStreetMap. Bon, c'est des choses qui ne sont pas décidées, mais aujourd'hui, il y a encore un petit manque de qualité sur le graphe OSM pour pouvoir le rendre aussi puissant dans certaines zones que le graphe qu'on achète. Donc, ce qui est important pour le rendre agréable pour les utilisateurs, c'est plusieurs points sur lesquels les gens peuvent contribuer. Donc, les numéros de rue, interdiction de tourner à gauche et cohérence de graphe. Donc, je vais détailler à droite après. aussi. Hein. Oui, oui. Alors, sur les numéros de rue, donc, il y a une proposition en passe d'être acceptée par la communauté Wikipédia, la communauté OpenStreetMap, c'est add whose number, donc c'est documenté sur openstreetmap.org. Il y a 4 manières de représenter les numéros de rue qui sont considérés comme valides, et en fonction des régions, on ne va pas utiliser les mêmes. Enfin, OpenStreetMap laisse la liberté de choisir la façon qu'on veut. En fait, on peut même inventer des balises. Tout est en discussion, c'est quelque chose qui bouge pas mal dans OpenStreetMap. Et sur le périmètre toulousain, il y a surtout 2 manières qui sont utilisées. Et donc, c'est les 2 manières qu'on a décidé de savoir importer dans Synthèse, mais on pourrait en ajouter d'autres. Donc, si vous ajoutiez des numéros, je préconiserais que vous suiviez une des 2 méthodes, donc je vais les expliquer. À savoir aussi que beaucoup de numéros dans OpenStreetMap sur la zone de Toulouse proviennent de l'Open Data, en fait, parce que la mairie a libéré également les numéros de rue sur le périmètre du Grand Toulouse, et ça a été injecté par la communauté dans OpenStreetMap. Donc on le voit, ça, quand on édite les propriétés d'un nœud, on voit souvent source Grand Toulouse. Donc c'est l'ancien nom de Toulouse Métropole. Donc en fait, voilà, les données viennent de là. Et quand ils sont importés automatiquement de Toulouse Métropole, ils ont ce format-là. Donc il y a 2 façons de représenter donc, les numéros de rue. Donc tout simplement, on crée un nœud ponctuel comme ça, dans le vide, et on lui rattache juste un tag whose number avec un numéro de rue et un tag address street avec un nom. Sachant que voilà, il n'y a pas d'ID, c'est juste un nom. Et alors, sur la zone de Toulouse, par exemple, pour donner un exemple, il n'y a pas de respect de la casse. Enfin, il peut y avoir un écart entre la casse qui est utilisée là, même des tirets qui peuvent bouger sur les fichiers Toulouse Métropole, et les noms de rues qui existent vraiment. Donc on a essayé de traiter un peu tous ces cas pour pouvoir associer vraiment tous les numéros de rue aux rues. Et après, l'autre méthode, un petit peu plus précise, c'est de définir une relation entre une rue et, donc qui est une way et un node, un numéro de rue, le point. Et là, c'est par ID, voilà. Sachant que des fois, il y a des contributions où ça mélange les deux. C'est-à-dire qu'ici, en plus, il y a précision de la rue. Mais ça ne nous gêne pas, on charge, voilà. Du moment que c'est ce format-là, on sait le lire. Alors après,
voilà, sur interdiction de tourner à gauche, bon, je dis tourner à gauche, mais effectivement, ça peut être obligation de tourner à droite, enfin, tout ce genre de choses, qui n'est pas la même chose qu'un sens interdit. Hein. C'est la relation entre d'une voie à une autre. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je suis obligé? Voilà. Donc, alors ça, en fait, dans ce qu'on a dit avant, là, on a parlé de calcul itinéraire piéton et calcul itinéraire TC. En piéton, généralement, on peut prendre les sens interdits, enfin, non, on les ignore, et on peut ne pas respecter les interdictions. Donc, on n'en a pas besoin comme ça, mais comme on a un projet d'aller plus loin avec des calculs mixtes avec du vélo, de la voiture, ce genre de choses, on est en train de coder, disons, la lecture de ces données-là pour faire du calcul routier qui respecte le code de la route, avec la prise en compte des vitesses, etc. Oui, oui, bon, oui. Oui. Oui, non, mais c'est sûr, c'est des choses complexes. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai remarqué sur l'agglomération, c'est qu'il y avait assez peu finalement d'interdiction de tourner à gauche, enfin, d'interdiction de tourner ou d'obligation de tourner qui étaient décrites. Donc, je crois que j'en avais relevé une cinquantaine. Je pense qu'il en manque pas mal. Donc, si on était amené à proposer ça en production, ça amènerait probablement à proposer des feuilles de route qui ne sont pas possibles, puisque pas autorisées par le code de la route. Donc voilà, donc, ce serait bien d'en ajouter. Alors là, j'ai mis juste un extrait de la page de documentation d'OpenStreetMap.org, sachant qu'il y en a plein d'autres. Mais là, par contre, on lit tout, puisque ce format, il est définitivement approuvé, ou je ne sais pas, il y a plusieurs statuts, mais disons qu'il est au niveau maximum et il ne bougera plus. Ah bah voilà, disons que c'est juste, ce serait bien que les contributeurs, s'ils en repèrent, ajoutent les interdictions de tourner à gauche ou obligations, etc. Ouais, c'est ça. Non, on ne propose pas ça, mais après, il faut voir au public auquel on s'adresse. Hein. Enfin, le public de notre calculateur, c'est pas forcément le contributeur OpenStreetMap. Faut pas qu'on fasse une interface trop sophistiquée. Un onglet contribuer, ça me paraît compliqué. Enfin, bon. Voilà, donc après, des considérations de cohérence de graphe pour faire du calcul itinéraire sur OpenStreetMap. Donc, comme j'ai expliqué, là, on est en train d'utiliser, de développer le calcul itinéraire pour l'API, donc sur les données OpenStreetMap, et on fait des tests. Et on est arrivé à des cas comme ça. Donc là, j'arrive pour le métro. Là, c'est la zone de Compense-Caffarelli, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on arrive sur le métro, on est dans le tunnel. Donc, en fait, le trait, là, c'est la station de métro. Et il y a un petit escalier pour sortir. Enfin, voilà, ça donne ça. J'ai vu des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et alors, j'ai regardé le graphe. Et en fait, je me suis rendu compte que donc, ça, c'est le souterrain, les escaliers qui montent. Et en fait, bon, c'est une avenue assez large. Elle est modélisée, vous voyez, il y a des pointillés. Les pointillés sont les trottoirs, en fait, qui là sont des footpaths, alors que la rue, le boulevard Lacrosse, là, c'est une residential road. Ils sont parallèles. Mais dans le graphe, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est vraiment des ways séparés. Donc, autrement dit, on ne sait pas que de là, on peut accéder à ça. Du coup, ce que j'ai fait et ce que je propose, après, comme il y a des gens de la communauté OpenStreetMap ici, j'invite à la discussion, mais ce que j'ai fait sur cette zone, pour résoudre ce cas, c'est que ici, sur la partie supérieure, c'est une zone piétonne qui était déjà reliée, là, comme on le voit, au trottoir, mais de là, on ne pouvait pas atteindre la rue, alors qu'on peut très bien. Donc j'ai ajouté ce nœud-là et j'ai relié ici. Et à la sortie de l'escalier, j'ai ajouté également une connexion. Alors on n'est pas obligé de l'ajouter partout. Hein. C'est juste qu'il y a des endroits, dans les intersections principales, toutes les arrivées d'autres segments. Moi, je suggérerais de, autant que possible, rendre le graphe représentatif du trajet possible. Donc en faisant ça, en ajoutant ces deux trucs-là, après j'en ai ajouté plusieurs sur la rue. Là, c'est celui-là qui est utilisé. Et donc, du coup, le chemin le plus court, là, c'était pour atteindre le 6 Compense-Caffarelli, qui est projeté là, on voit au-dessus. Et là, voilà, on prend le tunnel de ce côté, on prend l'autre escalier sur le bon trottoir, et on rejoint la rue. Voilà, donc, sur la cohérence de graphe, il y a aussi un autre truc qui nous arrive de temps en temps, qui serait à prendre en compte. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé là, de comment on rejoint la connexion qui se fait entre le graphe routier et le graphe transport en commun. Donc, ça se fait par les arrêts qu'on projette. On projette les arrêts sur la voirie et on essaie d'atteindre l'arrêt. Voilà.
Et on se rendait compte, là, dans cet exemple, que si on partait de cette rue, je disais je pars de cette rue et je veux aller place du Capitole, alors qu'on a un arrêt qui est là, la rue Paul Bert par exemple, eh ben, il n'avait pas de résultat. Parce que à cet endroit-là, là, c'est vers la mairie de Grenade. Et les autres arrêts sont à plus de 1000 mètres et on ne fait pas plus de 1000 mètres à pied. Et donc on se demandait pourquoi. Et quand on précisait mairie de Grenade, c'est le nom de l'arrêt, ah bah là c'était bon, on y arrivait. Donc on disait, bah, il existe bien le truc. Et en fait, en regardant le graphe de près, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit chemin piéton sans nom ici. Et il n'était pas connecté à la voirie. Donc il n'était pas connexe avec l'ensemble du graphe. Du coup, comme il est légèrement plus proche de l'arrêt, et qu'on fait une projection automatique par proximité de segments, eh ben, on projetait l'arrêt sur ce segment-là, ce qui fait qu'en fait, à pied, bon, déjà il n'a pas de nom, donc à l'autocomplétion, on ne peut pas désigner un truc qui n'a pas de nom. Et si on part de la rue Paul Bert, comme on ne peut pas le rejoindre, on ne pouvait pas rejoindre l'arrêt, et on perdait toutes les possibilités de départ de cet arrêt. Donc voilà, donc, bon, ça je sais que la communauté OpenStreetMap veille quand même à ce que les graphes restent connexes quand c'est possible. Généralement, quand on oublie de le faire, quand on dessine un croisement, mais qu'en fait les nœuds ne sont pas vraiment les mêmes, alors on a l'impression sur la carte que c'est les mêmes, mais on les a doublonnés. Généralement, les membres de la communauté qui regardent les commits corrigent ça, mais bon, il en reste comme ça un certain nombre. Donc voilà, c'est des améliorations qualité qui sont importantes pour pouvoir faire du calcul itinéraire dans notre contexte. Alors après, un petit aparté sur la fondation synthèse. Donc peut-être je vais te laisser présenter. Donc la Fondation Synthèse, c'est une association qu'on a créée sur le modèle de pas mal de... Alors fondation, association, c'est des questions de vocabulaire quasiment juridiques. Donc on emploie le mot fondation, mais c'est une association. Donc qui permet, donc, comme pas mal de projets libres, d'essayer de quitter le mode un peu aléatoire des contributions qu'il peut y avoir entre contributeurs qui se connaissent pas, et de rentrer dans un cadre où on met en place une stratégie pour que ce projet puisse avancer et garde son niveau de qualité. Donc on arrive grâce à ça donc, à une mise en relation entre tous les acteurs, à coordonner les développements, pour éviter qu'il y ait une fonction qui se fasse faire 3 fois et que les 3 ne soient pas finis. Au lieu de ça, il vaut mieux la faire une fois et la finir bien comme il faut. On arrive à faire des tests de qualité, à faire des contrôles divers et variés, qu'il n'y ait pas un développement de l'un qui est cassé, un développement de l'autre, parce qu'on parle quand même de mise en production sur des sites ouverts au public à grande fréquentation. Quand on est dans une ville comme Toulouse, le site Tisséo, il fait partie des sites les plus visités par les gens de la ville, donc, qui habitent dans la région. Donc on ne peut pas vraiment se permettre qu'il y ait des crashs et des interruptions de service juste parce qu'il y a quelqu'un à Belfort ou en Suisse ou à Niort qui aurait fait juste un petit essai dans un coin pour voir, et nous on l'aurait mis en production à Toulouse sans contrôler. Donc pour arriver à garder un niveau de qualité suffisant pour pouvoir passer en production, on doit faire un certain nombre de versions qu'on appelle stables. Donc on fait des choses qui ressemblent beaucoup à ce que fait Debian avec ses publications régulières de versions, avec des tests très poussés où on va chercher les données de tout le monde, on va regarder si tous les algorithmes répondent bien comme ils avaient répondu avant. On vérifie éventuellement si les temps de réponse, parce que des fois quand on pense optimiser un algorithme, ça marche bien là où on se trouve, mais on le reteste à 300 km et c'est la catastrophe totale. On a un certain nombre de choses comme ça, et donc qui nécessitent un gros travail de mise en cohérence de tout ça. On encourage également les projets communs. Donc quand on a un projet qui est un peu ambitieux, peut-être qu'une ville elle aura du mal à expliquer à ses financeurs que ce projet est vraiment intéressant par rapport au prix qu'il va coûter, puisqu'en libre forcément on doit payer le développement sans attendre de licence, hein. Donc faut expliquer tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas non plus acquis à ce mode de travail, donc c'est un peu compliqué. Et des fois, quand on s'associe à plusieurs villes, on arrive d'une part à rassurer ceux qui payent puisqu'ils ne vont pas être tout seuls, et en plus à partager les frais. Donc, et en plus de ça aussi, à avoir un effet d'entraînement sur les idées pour développer mieux, puisque plus on est nombreux, plus on a d'idées qui circulent. Donc on a un certain nombre de projets aujourd'hui qui sont traités par des villes qui sont a priori qui n'ont aucun lien entre elles, mais qui ont pour unique relation d'utiliser Synthèse et de le développer. On a aussi en vue la création d'un programme de certification qui permettra de distribuer à des entreprises ou à des développeurs indépendants ou à des experts également métiers
un certificat de conformité avec le niveau de requis pour pouvoir prétendre être un installateur ou un développeur synthèse vis-à-vis de clients publics. Ce qui est assez important puisque le code étant sur Internet, n'importe qui peut arriver et dire moi je suis un professionnel de synthèse, je vous demande 1 million d'euros pour vous faire un truc. Puis on s'aperçoit que les gens ils n'ont jamais rien touché et qu'ils vont faire des développements qui risquent d'être nuisibles pour le projet puisque ça pourrait entraîner un certain nombre de problèmes techniques, voire même de problèmes d'image, puisque si on a un défaut sur une ville importante comme Lyon ou Paris, par exemple, ça va se savoir et ça pourrait nous empêcher après d'être crédibles et de maintenir le niveau d'activité du projet. On a donc également comme projet de communiquer. Donc aujourd'hui, les villes qui utilisent Synthèse l'ont fait parce que les villes qui l'utilisent déjà en parlaient, etc. Ça reste du bouche à oreille. Et on s'aperçoit, on a encore vu ça cette semaine, que certains réseaux ne connaissent pas l'existence de Synthèse et en fait voudraient acheter un logiciel qui fait la même chose, enfin même avec une ambition souvent bien moins élevée, et ils se retrouvent donc avec des offres très très chères ou des offres qui ne correspondent pas, tout ça parce qu'en fait on leur a pas dit que ça existait. Ce qui est assez dommage. Donc on va améliorer cette communication pour que si vraiment quelqu'un ne prenne pas Synthèse, c'est qu'il ne le veut pas. C'est pas parce qu'il ne le savait pas. Ensuite, il faut héberger les sources, la doc, les packages, tout ce genre de choses comme dans tout projet logiciel. Et donc les membres de cette fondation sont tous les réseaux de transport, enfin tous ou pas, tous ceux qui le souhaitent, de France et de Suisse, qui utilisent et ou développent dans Synthèse. Donc une communauté aujourd'hui d'environ une dizaine d'acteurs publics ou privés, donc qui ont pour point commun d'exploiter un réseau de transport. Voilà, donc sur ce point, donc Tisséo fait partie des membres les plus actifs de cette communauté. Et par exemple, le président de la Fondation Synthèse est notre propre directeur informatique. Voilà. Alors, sur les conclusions, j'espère que les Toulousains contribueront à OpenStreetMap pour qu'on puisse l'utiliser en production avec des résultats de qualité. Ce qu'on espère avec la Fondation, le programme de certification, c'est d'encourager le développement, les développeurs à s'intéresser au code source, à essayer de voir s'ils peuvent faire ou bien contribuer directement ou bien faire des logiciels qui communiquent avec voilà, ou même utiliser l'open data, mais l'idée c'est ce qu'on espère développer en augmentant le nombre de développeurs et la visibilité du logiciel, c'est une communauté grandissante et de l'innovation dans le transport public, parce que si une ville une ville comme Lausanne invente un nouveau service et crée des nouveaux services qu'on n'a pas encore. Et comme on contribue dans le même code source, nous, une fois qu'on sera prêt à l'utiliser en production, on pourra le mettre à disposition des Toulousains, un nouveau service à moindre frais pour les contribuables. Voilà, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est si ça intéresse certaines personnes de travailler sur ce projet, ils peuvent venir me voir après la réunion. Comme a dit Xavier, plus on est de fous, plus on rit. Je crois que ce projet va maintenant un peu sortir de la confidentialité. Donc on espère que de plus en plus de gens s'y intéresseront, de gens, de réseaux, de villes, etc. etc. Voilà, et donc là, c'est la séance de questions. Alors vos questions. Non. Oui. Au niveau de TCO, vous avez un rythme d'inclusion des versions stables. Vous arrivez à rester en phase avec le code source publié Voilà, on s'y efforce au maximum. En fait, déjà la fondation qui est très récente, en fait, elle est même là, elle est en instance de création. Et elle se donne pour objectif notamment des améliorations de la qualité et surtout de la périodicité de sortie des versions stables. On vise des fenêtres de 2 mois. Donc on va sortir une version stable tous les 2 mois. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ce timing, c'est plus élevé.
Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie régulièrement de se resynchroniser dans un code source d'intégration continue en parallèle avec ce qui est développé, enfin ce qui est dans le trunk en fait. Et on essaye de tester au fil de l'eau qu'il n'y a pas de régression majeure. Mais comme on a des échéances précises pour nos projets et qu'on a quand même malgré tout un certain nombre de patchs qu'on n'a pas pu committer dans le trunk parce qu'on a des spécificités. Par exemple, nous, quand on a la navette aéroport qui sort, alors on veut un picto machin, donc on a trouvé plus rapide de faire une détection du nom de truc dans synthèse. Donc ça, c'est un patch parce que voilà, la ville de Clermont-Ferrand, ils n'ont peut-être pas envie de voir ça dans leur code. Du coup, on a quand même pas mal de lignes de code de patch. Je pense que ça se compte en milliers de lignes de patch. Donc avec ces versions stables tous les 2 mois. Et puis on a aussi décidé de migrer de SVN à Git pour rendre les choses plus souples. On espère avoir plus de facilité pour faire ça. Voilà. Et on va essayer de suivre les mises à jour. Sachant qu'après, on ne poussera peut-être pas en production sur toutes les machines, mais on essaiera de le faire régulièrement. Par rapport aux autres réseaux utilisateurs, c'est à peu près pareil. Alors c'est marrant, il y a des réseaux, ils mettent à jour 1 fois par an parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin forcément des évolutions, ils sont un peu plus soft. Puis il y en a, c'est plutôt genre tous les 15 jours, donc ils sont prêts sur le trunk parce qu'ils veulent le dernier truc qui vient d'arriver. Et ce que je peux juste vraiment applaudir, en tout cas dans le projet, c'est qu'on n'a pas de branche pour le moment. On n'a pas forqué une seule fois. Sur 10 ans, c'est quand même pas mal parce que grâce aux patchs, par exemple de TCO, qui ne sont que des patchs à durée de vie limitée, on a évité qu'il y ait la version TCO et celle des autres. Et sur les autres villes, il y a 4 ou 5 cas aussi qui auraient été tentés de faire. On a fait quelques branches provisoires pour certains cas exactement du même style, un logo qu'il fallait forcer salement dans le code, j'ose même pas le raconter. Et puis, 1 mois après, ouf, on nettoie le logo, on réintègre les 3 modifs qui vont avec et la branche est morte. Et ça, on a réussi, mais je crois que le prix à payer pour garder cette absence de fork, c'est là pour le coup de ne pas faire comme Debian, c'est-à-dire de publier un peu plus souvent. Et donc le rythme de 2 mois, on l'a décidé tous ensemble donc à la dernière assemblée, et on est mis les moyens puisqu'on injecte de l'argent dans la fondation pour que la fondation ait les moyens, donc de par son personnel attitré, de faire ce travail. Donc de publication de version stable. Ça paraît rapide, mais il faut bien s'imaginer que quand un contributeur a un projet derrière, un projet normal, du monde, pas du monde de l'expérimental, du monde de la mise en production avec des élus qui demandent un résultat à telle date pour telle ou telle manifestation ou quoi, on ne peut pas lui demander 3 mois d'attente de plus à un moment parce qu'on a un problème logiciel, il faut que ça ouvre. Donc si ça ouvre à cette date, il y a 2 solutions, soit on l'ouvre avec une version à nous, soit on l'ouvre avec la version stable. Et donc, si on commence à dire chaque ville de toute façon aura son petit dépôt à lui et puis il réintégrera le trunk dedans quand il aura le temps, il n'aura jamais le temps de le faire. Donc on préfère un peu se forcer la main et arriver à ce rythme de 2 mois, qui paraît long pour certains en plus. Nous on sait ce que ça veut dire parce qu'on fait tous un peu plus ou moins le même job ou quelque chose de proche. Mais le client élu ou autre, ou directeur de la communication, ou tout ce que vous pouvez imaginer qui a des exigences, lui 2 mois c'est une infinité. Donc voilà, on a fait un bon compromis entre les deux. Ça nous coûte de l'argent, mais voilà, c'est une décision et je pense qu'on la tiendra. D'autres questions? Peut-être passe le micro, peut-être. Oui, je me demandais juste d'où était partie votre motivation de faire dans du libre. Alors je vais vous répondre. Le logiciel est sous GPL V2, on n'a pas dit ouais, ça. V2 parce que c'est vieux. Donc en fait au départ, quand on est dans des entreprises publiques ou qu'on travaille avec les entreprises publiques, on peut faire des développements ou on peut acheter des produits. On a toujours un peu ces 2 solutions. Et souvent, il y a des contraintes assez spéciales ou autres, et ça nous pousse assez rapidement à faire des développements, parce qu'on ne peut pas demander aux éditeurs, en fait, de toute façon, de faire des choses comme ça. Et ces développements, ils restent faits par de l'argent qui, de toute manière, qu'on soit privé ou public, ça reste du transport qui vient financer par les impôts. Donc, d'une part, de ce côté-là, on a quelque chose qui nous dit, bon, est-ce que c'est vraiment à nous ou pas à nous? On ne sait pas trop à qui c'est. Donc, bon, voilà, ça nous fait déjà se poser la question. Et puis après, d'un point de vue pratique,
Comment on fait pour faire un projet avec 2 ou 3 réseaux si le code n'est pas ouvert? Parce qu'en plus, le code, ça ne saucissonne pas en morceaux. On ne peut pas dire, OK, je prends 13% et demi du code et ça, je vais l'ouvrir et le donner à ce réseau pour qu'il fasse un projet. Tous les libs sont interconnectés entre elles. Et puis à la fin, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir le code et de dire, de toute façon, tout ce que j'ai financé moi-même, ça paraît un peu impressionnant à le donner à tout le monde, mais de l'autre côté, tous ces réseaux qui sont arrivés, ils ont financé eux-mêmes des développements dans l'avenir. Enfin, je ne vais pas vous raconter ça, je pense que tout le monde connaît à peu près la logique. Mais pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très visible. C'est parce qu'à un moment, si pendant 2 ans, nous on ne développe plus rien parce qu'on s'occupe d'autre chose dans l'entreprise, on revient 2 ans après, vous avez vu le nombre de lignes qui est arrivé. Si on avait dû se payer ça, on n'aurait jamais pu. Donc au final, de toute façon, tout le monde y gagne. Et il y avait vraiment une possibilité de faire des ventes de droits, de trucs. Enfin, toute cette énergie qu'on aurait mis là, on ne l'aurait pas mis dans le développement. Très franchement, ça aurait été vraiment une perte de temps assez incroyable. Et je crois aussi un frein à l'adhésion au système, puisque quand un réseau arrive là, il n'a qu'à prendre et regarde, et puis c'est tout. Si on commence à parler de choses très complexes juridiquement, à la fin, vous avez même obligation de faire un appel d'offres. Dès qu'il commence à y avoir 1 euro de dépense, il faut commencer à faire un appel d'offres. Et un appel d'offres, c'est pour choisir une entreprise, pas un logiciel. Alors du coup, il faut choisir l'entreprise qui travaillera avec ce logiciel, sauf que bon, ça, c'est pas très légal de raisonner comme ça. Puisque normalement, on demande des résultats, pas des moyens. Enfin bon, c'est des choses beaucoup trop compliquées par rapport à ce que ça aurait pu nous apporter éventuellement. Et ce qui est bien aussi avec le libre, là, c'est qu'on dit, on vous donne le code et puis vous faites ce que vous voulez avec. Ça veut dire aussi qu'on met un peu plus de responsabilité à chaque fois pour ceux qui l'utilisent. Donc, puisque si on est sur un logiciel avec des licences hautes, dès qu'il y a un problème, on appelle le support, puis c'est fini. Or, là, la donnée, on l'a vu, je crois qu'à la moitié de la présentation, on a parlé de données, en fait. La valeur de la donnée, je pense qu'elle est même supérieure à la valeur du soft. Donc, si on ne met pas ce niveau de responsabilité-là sur l'utilisateur, il ne va pas forcément utiliser le logiciel de la même manière et il ne va pas forcément voir tous les impacts de ce qu'il fait. Il sera juste consommateur. Et là, sur ce genre de logiciel, on a vraiment besoin d'une relation dans les 2 sens. Donc c'est aussi un peu un aspect qui vient compléter la chose. Sachant qu'il n'y a pas de redistribution de synthèse, chacun peut garder sa version locale et donc, admettons une nouvelle ville, je prends la version actuelle, je fais des modifications, sachant que je ne redistribue pas la synthèse, je n'ai pas besoin de redonner les modifications. La licence le permet. Est-ce que vous avez pensé à changer la licence pour la GPL? C'est la Affero GPL, qui veut dire que si quelqu'un arrive à accéder au service, donc par exemple TNCOK, dans ce cas-là, le code doit être libre. Là, ça permettrait de protéger pour tout ça. Oui. Justement, du président. le président de la fondation, vous avez de la chance, il est assis là. Il se cachait dans le public, mais je pense que... Oui, je vais essayer de répondre à 2 questions. La question qu'a posée monsieur et la question que vous venez de poser. Première question, c'était pourquoi est-ce qu'on a adopté ce modèle? Alors, j'inverse la question en disant pourquoi pas. Pourquoi pas, hein? C'est un peu le pari de Pascal, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent qu'on a mis dans le développement de cet outil pour nous, de toute façon, on l'a mis. On n'est pas des éditeurs et on n'est pas, je dirais, une société commerciale qui fait du business sur la fabrication de logiciels. Par conséquent, le fait de le mettre, ça ne nous coûte rien, mais ça peut nous rapporter beaucoup. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. Hein. Et les contributions qui ont été faites par d'autres réseaux, je pense en particulier à Clermont ou à Lausanne, si on avait dû les faire nous-mêmes, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, ça a démontré en fait l'intérêt du pari initial de le mettre sur ce mode-là. Et pour répondre à la deuxième question, si quelqu'un veut prendre l'existant et finalement se l'adapter lui-même, tant pis, je dirais. Tant mieux. Enfin, tant mieux pour lui, mais il n'y a aucun dommage pour nous. Le seul dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à le convaincre.